Notre culture moderne est complètement obsédée par la positivité. On nous vend tout le temps l'idée qu'il faut toujours chercher à se sentir bien, à visualiser le succès, à collectionner les expériences heureuses. Oui, il y a vraiment une injonction au bonheur, en fait. C'est ça. Et pourtant, quand on observe un peu les données sur l'anxiété ou l'insatisfaction générale de nos jours, on se rend compte que cette quête acharnée du bonheur produit souvent exactement l'effet inverse. Plus on cherche à combler un vide, plus le vide a l'air de s'élargir. C'est une contradiction qui est au cœur du problème humain, parce que poursuivre une émotion positive, ça met constamment en lumière le fait qu'on ne la possède pas encore. C'est une boucle d'insatisfaction perpétuelle. Absolument. Et c'est justement ce grand paradoxe qu'on va explorer dans cette plongée au cœur de la philosophie du succès et de la maîtrise mentale. Un très vaste programme. Oh que oui. Pour cette analyse, on a décidé de croiser deux œuvres qui, sur le papier en tout cas, n'ont vraiment rien à faire ensemble. C'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, on a un manuscrit écrit dans les années 30 qui a été gardé secret pendant super longtemps. C'est le fameux livre de Napoléon Hill, Plus malin que le diable. Un vrai classique. Et de l'autre, on a un manifeste très moderne, très direct et délibérément anti-développement personnel. L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Oui, l'approche est radicalement différente. L'un parle de force universelle et de foi, et l'autre utilise un langage assez cru pour détruire cette fameuse positivité toxique. Bon, décortiquons tout ça, parce qu'il faut vraiment poser les bases. Pourquoi est-ce qu'on échoue si souvent à atteindre nos buts ? Ce qui est fascinant ici, c'est que ces deux auteurs, même s'ils sont séparés par un siècle d'histoire, ils arrivent exactement aux mêmes conclusions. Ils identifient le même ennemi, en fait. Exactement. Ils décrivent la même mécanique d'auto-sabotage. Avant même de parler de succès, il faut comprendre cet ennemi invisible. Et Napoléon Hill a choisi une allégorie super provocatrice pour son époque, puisqu'il affirme que 98% des gens sont, je cite, « sous le contrôle du diable ». Alors, il faut tout de suite préciser, ce diable n'est pas du tout une entité religieuse. Non, pas du tout. C'est une métaphore de notre propre paralysie mentale. Il le décrit comme l'énergie négative qui se cache dans chaque peur, dans chaque doute. Et surtout, dans ce qu'il appelle la dérive. La dérive, c'est un concept central chez lui. Oui, que la dérive, c'est l'état d'un esprit qui refuse tout simplement de penser par lui-même. Quelqu'un qui dérive, il ne fait que réagir à son environnement. Il est en mode pilote automatique, quoi. C'est ça. Il adopte les opinions de son entourage, il subit les événements sans opposer la moindre résistance, et il cherche constamment la facilité. D'ailleurs, il critique violemment le système éducatif de son époque là-dessus. Ah oui, il n'y va pas de main morte. Il dit que l'école apprend à mémoriser et à obéir, au lieu d'apprendre à formuler une pensée indépendante, ce qui rend l'esprit passif. Et un esprit passif, c'est un esprit qui est immédiatement occupé par la peur. C'est fou comme ça résonne avec ce que dit Mark Manson aujourd'hui. Manson aborde cette même passivité, mais sous un angle plus psychologique. Il appelle ça la loi de l'évitement. Oui, le principe est assez basique, mais redoutable. Plus une chose menace l'identité qu'on s'est construite, plus on va chercher à l'éviter. Qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs. Tout à fait. On préfère souvent rester dans une médiocrité qu'on connaît bien, plutôt que d'affronter l'inconfort d'un changement qui pourrait nous élever. Et si on ramène ça à notre époque moderne, l'analogie la plus frappante dans nos sources, ça concerne notre rapport au smartphone. Oh là là, le smartphone, c'est vraiment l'outil ultime de la dérive contemporaine. Carrément. L'algorithme est littéralement conçu pour exploiter cette loi de l'évitement. On a un petit moment de silence, un petit coup de stress, et hop, on sort le téléphone. Ça offre une échappatoire immédiate à l'ennui. Exactement. Quand on se réveille le matin et que la toute première action, c'est de faire défiler des vidéos courtes, on a l'impression de se détendre. Mais en fait, on offre gratuitement la matière première de notre vie, notre attention, à quelqu'un d'autre. À des entreprises qui construisent leur fortune sur ce temps de cerveau disponible, oui. On fuit le silence de sa propre chambre pour aller se noyer dans les pensées des autres. La dérive de Hill aujourd'hui, elle prend la forme d'un confort numérique qui anesthésie notre réflexion. Anesthésie, c'est vraiment le mot juste. Manson explique que fuir systématiquement la souffrance, ça nous pousse dans une espèce de zone grise. Une vie complètement aseptisée en somme. Voilà, on finit par s'apitoyer sur notre propre sort et on devient incapable d'agir réellement. C'est un mécanisme de défense qui se retourne contre nous. Parce qu'on refuse de choisir. Oui, refuser de ressentir la douleur de l'effort, ça garantit une douleur beaucoup plus profonde et tenace, celle du regret. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Puisque fuir l'inconfort nous condamne à dériver, comment ça marche réellement, le succès Mad Manson ? Mark Manson s'appuie sur Alan Watts pour nous parler de la loi de l'effort inverse. Un concept profondément contre-intuitif. Très contre-intuitif. En gros, vouloir une expérience positive, c'est une expérience négative.
Et accepter une expérience négative, ça devient une expérience positive. Il y a une anecdote géniale et super spécifique dans les sources là-dessus. L'hallucination sous LSD de Manson, non? C'est ça. Pendant son trip, il raconte qu'il voyait une maison au loin. Et plus il marchait vers elle avec la volonté de l'atteindre, plus la maison semblait s'éloigner visuellement. Elle reculait à chaque pas? Exactement. Et c'est seulement quand il a laissé tomber, qu'il s'est assis et qu'il a détourné le regard que la maison a fini par se rapprocher de lui. C'est une métaphore parfaite de nos propres ambitions, tu vois. Enfin, tu vas dire, de la façon dont l'humain fonctionne. Plus on lutte désespérément pour forcer un résultat ou pour prouver sa valeur, plus on se sent illégitime. Plus on cherche à forcer l'amour, plus on crée de la distance. Exactement. La psychologie le confirme, se concentrer sur un manque renforce la perception de ce manque dans notre cerveau. Et Napoléon Hill théorise une mécanique très similaire, mais à l'échelle de nos habitudes. Le fameux rythme hypnotique. Oui, il dit qu'il y a une force universelle dans la nature qui rend nos habitudes permanentes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il utilise l'image du gland et du chêne. Le gland qui tombe de l'arbre. Voilà, un gland, de par son rythme interne, il va inévitablement devenir un chêne. Il ne deviendra jamais un pin. Eh bien, c'est pareil pour nous. Si quelqu'un a une peur constante de la pauvreté, le rythme hypnotique va cristalliser cette peur et l'attirer. Attends, mais si on suit cette logique jusqu'au bout, on se retrouve face à un mur. Pour échapper à un rythme hypnotique négatif, est-ce qu'on devrait activement rechercher l'échec et la douleur? Ça ressemble un peu à du masochisme, non? Si l'on relie cela à une perspective plus large, ça prend tout son sens. Il ne voit pas l'échec ou la souffrance comme des fins en soi. D'accord. Mais il explique que l'échec cuisant, l'adversité, c'est souvent la seule force capable de briser un rythme hypnotique négatif. C'est une bénédiction déguisée, parce que ça crée un choc. Ça force l'esprit à s'arrêter de dériver. Et Manson rejoint complètement cette idée. Il affirme que la souffrance a une vraie fonction biologique d'évolution. Absolument. Sans la brûlure du feu, on laisserait notre main dans les flammes. L'évitement de la souffrance produit toujours plus de souffrance. Donc, s'il est techniquement impossible d'éviter l'inconfort dans une vie, la vraie question devient différente. Le seul pouvoir qu'on a, c'est de choisir le problème pour lequel on est prêt à souffrir. C'est la question brutale de Manson. Quelle souffrance veut-on tolérer dans la vie? Et la réponse à ça détruit pas mal d'illusions. Parce que tout le monde veut être PDG, par exemple. Mais personne veut se taper des semaines de 60 heures et le stress financier. Tout le monde veut la récompense, mais sans le processus. L'exemple de la salle de sport dans les sources est très parlant aussi. Ah oui, les abdos en tablette de chocolat, tout le monde en veut. Mais seuls ceux qui aiment soulever des poids, transpirer, ressentir les courbatures, seuls ceux-là obtiennent vraiment ce physique. Et ça, chez Napoléon Hill, ce choix conscient de la difficulté, c'est le concept du but déterminé. C'est l'antidote absolu contre la dérive. Oui, les non-dériveurs savent exactement ce qu'ils veulent et ils sont prêts à en payer le prix en temps et en sacrifice. L'histoire de Hill lui-même illustre ça parfaitement. Son enquête commanditée par Andrew Carnegie. Carnegie, le géant de l'acier, qui demande à un jeune journaliste de passer sa vie à interviewer les personnes les plus puissantes du monde. Mais sans le payer un centime. C'est incroyable. Il a passé 25 ans de sa vie là-dessus. Il a analysé 25 000 personnes ordinaires et 500 personnes extraordinaires. Tout en traversant des échecs financiers terribles. Des échecs, des doutes, l'opposition de sa famille. Mais il a écouté ce qu'il appelle son autre soi, motivé par la foi plutôt que par la peur. Il avait un but unique. Ce qui s'oppose radicalement au paradoxe du choix dont on souffre aujourd'hui. Manson utilise l'analogie du buffet à volonté, qui est super visuel. Ah, le buffet avec ses dizaines d'options. Exactement. Face à 28 plats différents en buffet, l'anxiété de choisir le meilleur plat nous paralyse. On a tellement de carrières possibles, de lieux de vie possibles. Du coup, on picore un peu de tout sans s'engager. C'est ça. Le but déterminé de Hill, c'est d'avoir le courage de choisir un seul plat et d'accepter consciemment de rater tout le reste. Parce que c'est cette clarté qui dissipe le brouillard du diable. La plus propre au piège de la dérive. Si on n'a pas de direction claire, le cerveau tourne en boucle et l'univers ne peut pas conspirer pour nous aider. Alors une fois qu'on a défini ce but et qu'on a choisi sa souffrance, comment on maintient le cap sur le long terme? Parce que la motivation, ça s'efface vite. La clé, ce sont deux piliers invisibles mais indispensables, l'autodiscipline et la responsabilité totale. Parlons de l'autodiscipline, selon Hill. Aujourd'hui, la discipline, c'est souvent vu comme un truc un peu militaire, une privation de liberté. Alors que pour Hill, c'est l'inverse. La vraie liberté, ce n'est pas de faire tout ce qui nous passe par la tête.
c'est la maîtrise de soi. Le contrôle de ses propres appétits. Oui, la nourriture, le sexe, les distractions excessives. Si on ne contrôle pas ces pulsions, le diable nous maintient dans l'immédiateté. On reste prisonnier de l'illusion du bonheur instantané. Et pour que cette discipline fonctionne, il faut un changement d'état d'esprit radical. Mark Manson amène un concept hyper percutant là-dessus, c'est la différence entre la faute et la responsabilité. C'est une distinction vitale. On confond souvent les deux. Oui, les exemples qu'il donne dans les sources sont d'ailleurs assez corsés. Il dit que si on dépose un bébé abandonné sur le pas de votre porte, en pleine nuit, Ce n'est absolument pas de votre faute. voilà, on n'a rien demandé à personne. Pareil si on se fait cambrioler, ce n'est pas notre faute. Mais c'est à 100% notre responsabilité d'y faire face et de gérer la suite. D'appeler la police, de s'occuper du bébé, de réparer la porte, l'action nous incombe totalement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Parce que, disons-le, il y a une résistance naturelle à ça. Ça semble profondément injuste, voire carrément cruel, de demander à quelqu'un qui a subi une tragédie, qui est une vraie victime, de prendre la responsabilité de sa réaction. Cela soulève une question fondamentale. C'est dur à entendre, oui, mais c'est une vérité incroyablement libératrice. L'expérience de William James illustre ça de façon poignante. Le père de la psychologie américaine. Lui-même, dans les années 1860, il était jeune et il était accablé par des problèmes de santé terrifiants. Des spasmodos, une vue qui baissait, des crises de panique. Il pensait même au suicide, d'après les sources. Tout à fait. Jusqu'au jour où il a décidé de faire une expérience sur lui-même. Pendant une année entière, il allait assumer la responsabilité totale de sa vie. De tout ce qui lui arrivait. Sans accuser sa génétique, ni son père, ni la maladie. Exactement. Et en faisant ça, en refusant de s'apitoyer sur son sort, il a repris le contrôle de son existence. S'apitoyer ou blâmer les autres, c'est abandonner son propre pouvoir d'action. C'est pour ça que Manson s'amuse à inverser la célèbre citation de Spider-Man. Au lieu de dire « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités », il nous dit « une grande responsabilité implique un grand pouvoir ». C'est la clé. L'autodiscipline de Hill et la responsabilité de Manson, ce sont les outils ultimes pour devenir enfin le souverain de sa propre vie. Donc, si on résume un peu cette plongée d'aujourd'hui, on comprend bien que la vraie philosophie du succès, ce n'est pas un secret magique qu'on trouve dans une formule. Et encore moins de la positivité toxique à base de sourires forcés. Surtout pas. C'est un travail invisible, un truc du quotidien. C'est refuser de dériver, c'est assumer la responsabilité totale de sa situation, même quand c'est dur. Définir un but clair et surtout embrasser la souffrance nécessaire pour l'atteindre. Et ça amène une réflexion inédite, je trouve, pour conclure. Quelque chose qui prolonge vraiment cette discussion. Je t'écoute. Et si la véritable mesure de notre accomplissement, ce n'était pas d'atteindre une absence totale de problèmes à la fin de notre vie, et si c'était plutôt la qualité et la noblesse des problèmes que nous laisserons en héritage aux générations futures pour qu'elles les résolvent à leur tour. C'est d'une quête de confort à une quête de contribution en somme. Voilà une réflexion qui donne énormément de sens à l'effort. Ça pousse à revoir la nature même des obstacles qu'on rencontre tous les jours. À chacun de déterminer quelles sont les luttes qui méritent vraiment d'être menées.